Je suis Pascal Poplin, je suis responsable du département publication et open access à la bibliothèque de Sorbonne Université. Donc, pour faire court, en fait, c'est le département qui administre le portail HAL de l'université, qui coordonne les formations sciences ouvertes et qui s'occupe du dépôt des thèses électroniques. Et puis, il y a une personne qui s'occupe aussi de la bibliométrie aussi du département. Et je suis également copilote du collège publication au sein du comité pour la science ouverte, le comité de la science ouverte, qui est un organe au niveau national qui regroupe des personnels des PIAT, comme moi, mais aussi des chercheurs et des chercheuses et des ingénieurs. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'open access, de libre accès aux publications et de droits d'auteur. Pour faire court, je vais vous présenter un petit peu les politiques au niveau national et puis les politiques en matière de libre accès en général. Puis je vais vous présenter les différents modes de publication en libre accès, comment publier en libre accès. Et je vous ferai aussi un petit focus sur les contrats d'édition et sur la stratégie de non-cession de droits, qui est le petit guide. Il y a un petit guide là qui circule dans la salle et qui aborde le sujet de manière un peu plus approfondie. Concernant les enjeux du libre accès, je voulais tout de suite aborder la question du système SIGAPS, dont vous êtes, je pense, familier. Et voilà, c'est un système qui a été mis en place, au début c'était mis en place par le CHU de Lille. Consiste donc à, lorsqu'on publie dans un article, dans une revue, en fonction du rang de la revue et en fonction de sa position en tant qu'auteur, on va cumuler un certain nombre de points SIGAPS qui va être ensuite traduit en argent. Donc oui, en fonction du rang de la revue, en fonction de sa position en tant qu'auteur, on va cumuler un certain nombre de points SIGAPS qui vont se traduire en argent pour le centre hospitalier, qui peut être reversé au laboratoire, aux investissements, et parfois c'est même reversé aux praticiens dans le cadre de certaines cliniques privées. Donc, pourquoi je vous parle de système SIGAPS? C'est parce que parfois, en fait, on peut se retrouver dans des situations un peu absurdes et complètement contradictoires entre l'aspect science ouverte et le système SIGAPS. Ça peut poser au mieux, ce sont des situations un peu absurdes. Au pire, ça sera des questions, voilà, ça posera des problèmes éthiques. Et donc, dans le cas des situations absurdes, on va se retrouver, par exemple, avec la revue Nature pour publier, donc qui rapporte un bon nombre de points SIGAPS. Et pour publier en libre accès dans la revue Nature, il va falloir payer des frais de publication. Ils s'élèvent à 9 500 €. C'est le maximum qu'on puisse avoir sur le marché, entre guillemets. Et voilà, donc 9 500 € pour publier 3 pages d'articles, hein, si je caricature un petit peu. Donc voilà, on se retrouve dans des situations vraiment absurdes. Alors, une fois que ça a été dit, ça, côté politique publique, on a au niveau national un plan qui s'appelle le plan national pour la science ouverte, qui demande à ce que la science ouverte devienne un petit peu en fait le principe par défaut de la science et des pratiques des chercheurs. Et que la science ouverte soit valorisée dans l'évaluation des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des projets d'établissement et de recherche. Donc, ce plan national pour la science ouverte est porté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. SIGAP, ça va être plutôt le ministère de la santé, voilà. Et puis, on peut aussi avoir un troisième son de cloche si on se rapproche du ministère de la Culture. Alors, au niveau national, le libre accès donc, est porté par le ministère, la question des sciences ouvertes et de libre accès est portée par le ministère de l'enseignement supérieur. Et puis, vous allez avoir les établissements qui vont aussi décliner cette politique en leur sein. Donc, par exemple, l'INSERM, vous avez aussi l'Université de Paris-Saclay, qui a un document sur la science ouverte, un document unique sur la politique de la science ouverte de l'université. Sorbonne Université, là où je travaille, a aussi une politique en matière de libre accès et de sciences ouvertes et d'ouverture des données, et des codes, etc.
Et les financeurs ont aussi des exigences en matière de sciences ouvertes. Par exemple, si vous êtes financé sur un projet ANF, vous allez avoir une obligation de mettre votre publication en libre accès. Si vous êtes financé par le biais d'un projet Horizon Europe, de même, vous allez avoir une obligation de publication, de mettre votre publication en libre accès, que ce soit par le biais d'éditeurs ou dans une archive ouverte. Et les évaluateurs ne sont pas non plus étrangers à l'instance ouverte. Par exemple, alors je ne sais pas si votre unité de recherche est concernée par le HCRS cette année. Alors, pas cette année, ok, parce que moi, Sorbonne Université est concernée cette année-là. Donc, le HCRS, pour faire court, a signé une déclaration au niveau international qui s'appelle DORA, c'est la déclaration de San Francisco, dans laquelle les organismes et les établissements signataires s'engagent à ne pas se baser sur le facteur d'impact des revues, à ne pas se baser en fait sur des indicateurs classiques d'évaluation de la recherche, et à prendre en compte plutôt la qualité intrinsèque de la recherche. Et le HCRS a aussi une petite, porte une petite attention à l'aspect ouverture des publications, puisque dans le document d'auto-évaluation de l'unité de recherche, il y aura une question qui est comment l'unité de recherche décline la politique sciences ouvertes de ses tutelles. Et également, donc ça c'est le premier document, il y a un deuxième document qui est la liste des publications du laboratoire, et là, on a une colonne où c'est marqué « Est-ce que cette publication est en libre accès, oui ou non ?» Donc c'est un élément qui est pris en compte dans le cadre de l'évaluation de la recherche. Alors pourquoi je reviens un petit peu aux fondamentaux, là, pourquoi donc mettre en place toutes ces politiques publiques en faveur de la science ouverte et de libre accès? Il y a tout un tas de raisons. L'une des raisons, ça va être l'envolée des coûts d'abonnement. Là, vous avez le cumul en fait des coûts d'abonnement aux ressources électroniques en France entre 2014 et 2021, et on passe à 105 millions d'euros par an à 118 millions d'euros par an. Donc, c'est une somme qui est non négligeable. L'Université de Liège a calculé que rien que cette augmentation-là, à son échelle, lui faisait perdre l'équivalent de 3 postes de chercheurs par an. Il y a également une question d'inégalité d'accès aux publications. Là, vous avez à l'écran une carte. En fait, ce sont des chercheurs qui ont étudié toutes les publications dans un champ de domaine en ophtalmologie. Et ils ont calculé ce à quoi les chercheurs avaient accès en fonction de leur établissement de rattachement. Et donc, vous avez des petits camemberts qui représentent, donc la partie en noir, c'est la partie, c'est le nombre de publications auxquelles les chercheurs ont accès. Et la partie en blanc, c'est la partie pour lesquelles les publications ne sont pas accessibles à ces chercheurs-là. Et donc, on se rend compte que forcément, un chercheur en ophtalmologie à l'Université de Leiden a accès à quasiment toutes les publications de sa discipline en ophtalmo, alors qu'un chercheur à l'Institut d'ophtalmologie du Pakistan a accès à quasiment rien. Et on peut avoir aussi des situations contrastées au sein d'un même pays. Alors, quand vous publiez, vous êtes auteur, et vous allez avoir deux types de droits. Vous allez avoir des droits moraux et des droits patrimoniaux. Les droits moraux, ce sont des droits qui sont perpétuels, alors que les droits patrimoniaux s'étendent jusqu'à 70 ans après votre mort. Et donc, dans les droits moraux, on a tout ce qui est droit de paternité, respect, intégrité de l'œuvre, etc., etc. Et dans les droits patrimoniaux, on a tout ce qui est droit d'exploitation de l'œuvre. Donc, en gros, là, pour le droit d'auteur en France,
Les droits moraux, c'est ce qui va faire, si je résume de manière très grossière, c'est ce qui va faire, par exemple, que vous avez droit à la citation, par exemple, en tant qu'auteur. Vous n'allez pas pouvoir, par exemple, publier, je ne sais pas si vous avez déjà vu le petit logo, genre sur Wikipédia, c'est Creative Commons, licence Creative Commons 0, CC 0. Donc ça, techniquement, en fait, en France, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appliquer, puisqu'un auteur ne peut jamais se départir de son droit de reconnaissance en tant qu'auteur et du droit de citation. Les droits patrimoniaux, droits d'exploitation, donc ça va être quand vous publiez un article, vous allez potentiellement céder par contrat le droit de diffusion, de reproduction de votre publication. Et donc là, on va avoir différents types de contrats. Alors, on peut avoir des éditeurs qui ne font signer aucun contrat. On a pas mal de cas en SHS. Donc là, en fait, c'est l'auteur reste complètement titulaire de ses droits patrimoniaux. Et on va avoir le cas de contrats qui vont être soit avec une cession exclusive, soit avec une cession non exclusive. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de contrats avec des éditeurs. Donc là, on a le cas d'un éditeur, Taylor & Francis, pour publier un e-book. Là, il y a une cession exclusive et on a une petite rubrique copyright qui dit que l'auteur donne, transfère tous ses droits à l'éditeur sans limitation. Et là, par exemple, vous pouvez voir, il y a même une cession du droit de traduction. Moi, j'ai déjà eu le cas des chercheurs qui disaient, mais moi, en fait, oui, effectivement, j'ai publié en anglais, j'ai cédé tous mes droits à l'éditeur, mais si je traduis ma publication en français, ben, en fait, j'ai comme une deuxième publication et je garde tous mes droits en tant qu'auteur sur la traduction française. Et ben, en fait, ça va dépendre de ce que vous avez signé ou non dans le contrat d'édition et la manière dont c'est formulé. Autre exemple, alors là, c'est session non exclusive avec Cambridge University Press. Donc là, vous cédez les droits de diffusion, mais de manière non exclusive à l'éditeur. Donc l'éditeur va avoir le droit de le reproduire, de diffuser votre publication, mais vous gardez quand même ces droits-là aussi. Autre exemple de cession non exclusive, cette fois-ci avec Wiley. La formulation change un petit peu, mais en gros, c'est toujours un peu la même chose. Les contrats, c'est quand même un élément qu'il faut lire pour savoir qu'est-ce qu'on signe en fait, c'est qu'est-ce qu'on a le droit ensuite de faire ou non. Ça, c'est vraiment important. Alors, quand vous publiez en libre accès auprès d'un éditeur, normalement, vous allez avoir une licence ouverte qui sera appliquée sur votre publication. Alors, les licences ouvertes, la plus courante, la plus commune, c'est les licences de type Creative Commons, les CC quelque chose, et elles se déclinent de différentes manières. Donc, vous avez CC BY, NC, SA, etc., etc. Et tout ça, en gros, ça permet de dire à la personne qui a votre article en main ou qui le lit sur Internet, qu'est-ce qu'elle peut faire avec la version publiée sur Internet. Et une licence Creative Commons, c'est une licence qui est ouverte et en gros, on pourra tout faire, sauf quelques exceptions qui seront mentionnées ici. Donc, pour le cas d'une licence CC BY, par exemple, on pourra tout faire à condition, et c'est le BY qui induit cela, de citer l'auteur. Donc, c'est vraiment la base du droit d'auteur en France, c'est le droit de citation. Donc là, ça veut dire que la personne pourra modifier, pourra repartager, pourra commercialiser ce que vous avez produit. Pour information, c'est la licence qui est la licence la plus courante, c'est recommandée en fait par les financeurs
pour les publications, les articles scientifiques. Si on prend le cas d'une licence CC BY NC, donc c'est celle en bas ici, là, ça veut dire qu'on pourra tout faire à condition, premièrement, de vous citer, à base, et deuxièmement, qu'on ne pourra pas commercialiser votre production, sauf accord explicite de votre côté. La licence CC BY ND, ND c'est pour non-derivate, ça veut dire qu'on ne pourra pas modifier votre publication. On pourra tout faire, on pourra la partager, on pourra potentiellement la commercialiser, mais on ne pourra pas, enfin, à condition de, premièrement, vous citer, et deuxièmement, le ND, de ne pas la modifier. Qu'est-ce qu'on entend par ne pas modifier dans le cadre d'un article scientifique? Ça veut dire traduire, par exemple. Ça veut dire aussi, si vous avez produit un schéma, on ne pourra pas réutiliser votre schéma pour ajouter d'autres valeurs et je sais pas, construire le schéma avec d'autres valeurs aussi. Voilà. Alors, du coup, comment mettre vos publications en libre accès? Déjà, comment publier en fait en libre accès chez un éditeur? Vous allez avoir deux types de publications en libre accès chez un éditeur. Vous allez avoir le premier type, vous allez devoir payer des frais de publication, c'est la publication Gold. Et vous avez le deuxième type, c'est la voie diamant, qui est de publier en open access sans frais de publication. Donc, comment ça se passe? Pour le Gold, vous allez publier en libre accès dans une revue, dans une plateforme. Ça veut dire que le lecteur aura accès directement à votre publication, sans payer gratuitement. Mais vous, ou enfin, plutôt l'institution, devra payer des frais de publication à l'éditeur qu'on appelle APC, Article Processing Charges, ou BPC, pour ce qui est des books. Et donc, ouais, c'est ce que je vous disais, ça a pu mener à des excès avec, par exemple, Nature, où il faut payer 9 500 € pour publier en libre accès. Le deuxième cas, ça va être de publier donc directement en libre accès chez l'éditeur. Donc, c'est gratuit pour le lecteur. Le lecteur peut y accéder gratuitement et librement. Et vous-même, vous n'aurez à payer aucun frais de publication, puisque la revue ou la plateforme va subvenir, entre guillemets, à ses propres besoins par le biais de subventions d'institutions. On a un exemple qui est assez important au niveau national en SHS, c'est la plateforme Open Edition, où vous allez avoir des publications qui sont donc librement accessibles à tout le monde sur la plateforme. Mais si vous voulez accéder à la version PDF ou EPUB et pas seulement HTML, il faudra que votre institution ait financé Open Edition. Et si vous vous demandez, mais quelle publication, quelle revue, quelles sont les revues dans ma discipline qui permettent de publier en libre accès et sans frais de publication, vous avez le DOAJ qui va répertorier tous les journaux en libre accès en fonction de leur politique. Je vais essayer d'y arriver. Du coup, je ne sais pas si les personnes en visio là, ont accès au navigateur. Vous voyez le navigateur. Non, je ne sais pas. Tac, tac, tac. Là, normalement, ça devrait être bon. Donc, ouais, c'est à ça que ressemble le DOAJ. Si vous voulez avoir une liste, vous mettez une petite étoile. Ça vous donne le résultat du nombre de revues. Et là, vous pouvez cocher sans frais de publication. Donc là, ça restreint le champ aux revues en open access sans frais de publication. Et ensuite, vous pouvez cocher les sujets qui vous concernent.
Et là, vous avez la liste des revues qui vous permet de publier en libre accès sans frais de publication. Il y a aussi un autre mode de publication qui est assez intéressant, c'est PCI. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est Peer Community In. Alors, en fait, quel est le principe? C'est vous soumettez votre preprint et votre publication est ensuite relue et corrigée par les pairs. De manière ouverte, c'est-à-dire que les commentaires des reviewers seront visibles et vous-même, vous pourrez répondre de manière visible. Et ensuite, vous pouvez choisir de publier soit dans Reste là, vous considérez que votre preprint reviewé, relu et corrigé par les pairs, ça vous suffit. Pour information, l'INSERM reconnaît que c'est une publication qui a été relue et corrigée par les pairs sans la publication dans une revue. Elle reconnaît l'importance de cette production scientifique. Donc voilà, soit vous décidez d'en rester là, soit vous pouvez soumettre votre article reviewé à un PCI-friendly journal, donc une revue qui a, entre guillemets, une sorte d'accord avec PCI et qui reconnaît le travail fourni par PCI. Et donc là, les délais de publication sont plus courts, puisque vous avez déjà eu une étape de peer reviewing. Soit vous pouvez choisir de soumettre dans une autre revue, soit vous pouvez choisir de soumettre au PCI Journal. Donc ça, c'est une couche qui est venue s'ajouter en fait au système d'Open Peer Review. Au départ, PCI a commencé avec juste le système d'Open Peer Review, et puis ensuite, quand ils ont eu un nombre suffisant d'articles reviewés, d'auteurs d'accord pour que leur article soit publié dans le PCI Journal, ils vont vers un PCI Journal. PCI, ça a été créé par des chercheurs de l'INRAE. Et PCI s'organise en fait en communauté. C'est-à-dire que il va falloir avoir une communauté pour pouvoir soumettre votre article au peer review. Ou alors, il faut créer vous-même, enfin voilà, impulser la démarche de créer une communauté sur la thématique qui vous intéresse. Là, j'ai mis des thématiques qui pourraient, je pense, vous intéresser. Donc, il y a neurosciences, génomics, microbiologie, la santé. Donc voilà, là, ce sont des PCI qui existent, des communautés PCI qui existent et pour lesquelles vous pouvez soumettre un article dans le champ de cette communauté. Et pardon, si je peux intervenir, des exemples de PCI friendly journal? Il y a des choses là, je les ai pas sous la main, mais j'avoue là, j'ai pas regardé exactement quels étaient les PCI friendly journal, mais oui, il faudrait voir sur le site de PCI en fait. Alors, en France, on est assez chanceux parce qu'on a une loi qui s'appelle la loi pour une république numérique et dans lequel on a un article 30 qui offre la possibilité aux chercheurs de partager, de déposer dans une archive ouverte sa publication, version manuscrit auteur accepté, et ce, même s'il a cédé ses droits de manière exclusive à un éditeur. Donc, il y a quelques conditions. Alors, déjà, il faut que ce soit une recherche financée à 50% par des fonds publics, au moins. Donc, par fonds publics, ça veut dire le financement à moins 50%, c'est pas uniquement les appels à projets, ça va inclure votre salaire. Ça peut aussi inclure le fait que vous faites vos recherches dans des bâtiments de l'INSERM, de Paris-Saclay, etc. Ça peut aussi inclure le temps de machine, par exemple. Voilà, c'est pas uniquement des financements sur appel à projet, juste pour que ce soit bien clair. Et donc, vous pouvez mettre votre publication donc, en libre accès dans une archive ouverte à condition
Premièrement, que ce soit une publication qui paraisse dans un périodique au moins, enfin, dans une publication qui paraisse au moins une fois par an. Donc, ça va, en clair, ça concerne les articles dans des revues. Et ça peut aussi concerner des actes de colloque, si c'est par exemple un colloque qui revient de manière annuelle. Donc, cette loi, ça exclut tout ce qui est chapitre d'ouvrage et livres, etc. Vous allez pouvoir déposer non pas la version éditeur, mais ça va être le post-print, c'est-à-dire le manuscrit auteur accepté par l'éditeur, relu et corrigé par des pairs, mais sans la mise en page de l'éditeur. Et pardon, j'ai une petite coquille. Pour vous, ce ne sera pas 12 mois, mais ce sera 6 mois en sciences médecine. C'est après un embargo de 6 mois. Et ce, donc, quelle que soit la politique de l'éditeur. C'est-à-dire que même si vous signez un contrat avec un éditeur qui dit qu'il y a un embargo sur la publication de 24 mois, eh ben, en fait, on s'en fiche. Ça sera 6 mois dans le cadre de cette loi pour une république numérique. Là, je vous ai mis le texte de loi, si ça vous intéresse. Je ne vais pas le lire, mais j'attire simplement votre attention vraiment pour dire que les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celle-ci est réputée non écrite. Donc, voilà. Même si vous avez affaire à un éditeur étranger, vous êtes couvert par cette loi-là. Et il y a une FAQ qui existe. Et je vous ai mis le lien ici, ça peut être utile. Et donc, en sachant cela, ça modifie un petit peu notre paysage du libre accès, puisque vous pouvez donc publier chez un éditeur en libre accès, mais vous pouvez aussi publier pas en libre accès, donc dans une revue à abonnement. Donc, ça veut dire que normalement, pour accéder à la version publiée, le lecteur doit payer, doit acheter l'article, ou son institution doit financer un abonnement pour qu'on ait accès à l'article. Mais vous aurez la possibilité de mettre votre manuscrit auteur, relu et corrigé par les reviewers, par les pairs, votre post-print, dans une archive ouverte après un embargo de 6 mois. Bon, et après, rien ne vous empêche aussi de déposer votre publication Gold ou votre publication Diamant aussi dans des archives ouvertes. Ça fait pas de mal. Quel est l'intérêt? L'intérêt, donc là, quand je vous parle d'archives ouvertes au niveau national, ça va être HAL, en fait. HAL, c'est l'archive ouverte au niveau national. C'est géré par le CCSD, qui est une unité du CNRS. Par exemple, si vous publiez sur un financement ANR, il y aura une obligation de dépôt de votre publication dans HAL. Et ce, même si vous avez déjà publié en libre accès chez un éditeur. Donc, HAL, c'est vraiment l'archive nationale en France. Et donc, oui, quel intérêt de déposer votre publication dans HAL alors que vous avez publié déjà en libre accès chez un éditeur? Ça peut être des questions de visibilité, ça peut être parce que, par exemple, HAL vous permet de générer un CV avec la liste de vos publications de manière un peu automatique. Et puis aussi parce que dans HAL, en fait, il y a un archivage pérenne de vos publications, en fait, tout simplement. Là, j'en viens à la dernière partie. Et dans HAL aussi, ce que je voulais préciser, c'est que quand vous déposez votre publication dans HAL, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de l'embargo, la fin des 6 mois. Vous pouvez déposer dans HAL, vous paramétrez un embargo, donc vous déposez même avant la publication, vous pouvez même déposer avant la publication, vous paramétrez vos 6 mois d'embargo, et la levée de l'embargo se fera tout seul, et l'article paraîtra, entre guillemets, tout seul dans HAL. Il y aura, avant les 6 mois, la notice bibliographique, votre référence qui sera visible, l'article pas encore, et l'article sera visible après les 6 mois d'embargo que vous aurez paramétré.
Et la deuxième point aussi que je voulais ajouter par rapport à HAL, c'est que dans HAL, vous avez une modération. Le CCSD modère les publications en texte intégral. On ne va pas modérer votre recherche, on va modérer plutôt votre fichier. Donc, ça va être, est-ce que vous avez le droit juridiquement ou pas de mettre cette version-là. Et donc, il y aura une modération. Vous avez toujours en fait un filet de sécurité si jamais vous avez un doute sur ce que vous pouvez mettre en texte intégral. Et j'ai pas parlé aussi des revues hybrides. Alors, les revues hybrides, ça va être des revues qui vont vous proposer soit une publication file en libre accès, donc sans frais de publication de votre côté, ou une publication en libre accès. Donc, la revue, il y aura un mélange d'articles sous abonnement et des articles en open access. Et ça, il faut faire attention parce qu'en fonction de votre établissement, en fonction de vos financements, c'est quelque chose qu'il faut éviter, en fait. Par exemple, le CNRS déconseille de publier dans des revues hybrides. Si vous publiez aussi dans le cadre d'un appel à projet ANR ou Horizon Europe, on vous demande très formellement de ne pas publier dans ces revues hybrides. Alors, pourquoi c'est parce qu'en fait, on se retrouve avec des institutions qui vont payer 2 fois. Elles vont payer des frais de publication pour des auteurs qui publient en libre accès, et puis en même temps, elles vont payer l'abonnement. Alors, la stratégie de non-cession des droits. Alors, qu'est-ce que c'est? Là aussi, justement, alors, la stratégie de non-cession des droits, en fait, ça consiste à appliquer une licence ouverte. Donc, c'est ce qu'on a vu un peu plus tôt, du type CC BY, sur votre manuscrit. Donc, au moment de la soumission, et puis sur chaque version de votre manuscrit auteur en cours de relecture par les pairs, jusqu'à la version finale de votre manuscrit auteur. Et donc, concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il faut indiquer la version de la licence. Donc, actuellement, pour la licence CC BY, on est à la V4. Il faut ajouter une URL de renvoi vers la description de la licence. Donc, ça, c'est les 3 éléments nécessaires pour qu'une licence ouverte soit valide. Et puis, de manière optionnelle, vous pouvez ajouter aussi un logo. C'est une question de visibilité. Et donc, très concrètement, ça peut donner, en fait, ce genre de mention, ce genre de licence sur votre manuscrit auteur. Alors, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement, en fait, à conserver vos droits d'auteur sur votre manuscrit auteur. Et ce, même si vous signez ensuite un contrat avec un éditeur. Alors, cette stratégie de non-cession des droits, elle a été développée par des financeurs de la recherche qui se sont réunis au sein de la coalition S, donc l'ANR, Horizon Europe, Wellcome en font partie. Mais c'est quelque chose qui peut aussi s'appliquer par tout chercheur, même non financé par un financeur membre de la coalition S. Et donc, une fois que vous avez apposé votre licence CC BY sur votre manuscrit auteur, il faut en informer l'éditeur. La coalition S recommande une phrase qui peut être adaptée, comme ici à l'écran, si vous n'êtes pas financé par un financeur de la coalition S, et qui dit que, à des fins de diffusion d'accès ouvert, on applique une licence CC BY sur le document, sur le manuscrit auteur accepté. Enfin, sur toutes les versions du manuscrit auteur jusqu'à la version manuscrit auteur accepté, jusqu'à la version post-print. Alors, où est-ce que vous ajoutez cette phrase? Ça peut être soit dans la cover letter adressée à l'éditeur, ça peut être sur l'une des pages du manuscrit, ou ça peut être aussi dans la partie des remerciements si jamais vous êtes financé, par exemple, par l'ANR ou Horizon Europe. Et donc, en fait, comme vous avez appliqué une licence CC BY, cette licence, en fait, prime sur les conditions posées après coup par l'éditeur. Donc, même si vous signez après coup un contrat, la licence prime d'un point de vue chronologique et donc prime sur le contrat éditeur. Et ensuite, vous pouvez déposer dans une archive ouverte votre manuscrit auteur. Donc, quel est l'intérêt en fait de la stratégie de non-cession des droits? C'est que ça permet un libre accès immédiat à la publication et il n'y a pas l'embargo des 6 mois pensé par la loi pour la République numérique.
Et donc la stratégie de non-section des droits, elle est inscrite dans le plan national pour la science ouverte, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le comité de la science ouverte a rédigé donc un guide sur la stratégie de non-section des droits. Il y a une FAQ à la fin du guide qui peut répondre à des questions, des cas particuliers que vous posez peut-être.